Salut tout le monde, salut Johnny, salut Eric. Salut. On est toujours à Monaco pour ce podcast et on est à l'extérieur, donc dans un endroit qu'on appelle un gazebo, un kiosque, ouais. Et il y a un petit peu de bruit s'il y a des travaux, mais c'est parce qu'on l'a fait dans la rue. Bah, ça s'est calmé, qu'on espère que ça reprendra pas tout de suite. Voilà, donc sur ce podcast-là, Johnny proposait une forme différente. Donc tu vas nous exposer ta proposition. C'était de partir sur une question et après on pourra développer là-dessus. C'est d'autres questions. Ouais, on pourra trouver questions d'autres aléatoires. Ouais, des questions aléatoires, voilà. Quel est le courant de pensée ou le courant philosophique qui vous a été le plus utile dans votre vie de tous les jours ces 5 dernières années? Vas-y Dao, à toi. Ces 5 dernières années. Alors moi je suis plutôt à me dire ces 5 dernières années, quels ont été les virages que j'ai pu prendre dans la manière à laquelle je regardais ma vie. Je pense que... Comment ? Oui, le minimalisme, oui, effectivement, ça fait partie des... Mais vraiment, pour moi, ça datait depuis plus longtemps que ça, mais on va dire que j'ai décidé comment... Tu peux le définir un peu, le minimalisme, etc. Moi, j'aime bien le mot minimalisme. Non, mais définis-le et puis après, explique-nous comme tu l'as utilisé. Alors, comment définir le minimalisme ? C'est l'action de se débarrasser des choses que l'on porte, qu'elles soient matérielles ou mentales ou psychologiques ou cérébrales ou même transcendantales, pour arriver à l'essentiel et faire en sorte que l'on devienne une entité autonome, épurée, avec une forme de recherche d'authenticité, propre authenticité, et une forme de nettoyage de filtre. Alors le mot minimalisme au départ était beaucoup utilisé dans le monde artistique pour épurer, sur l'art de manière épurée. Et on voit depuis à peu près une dizaine d'années, grâce notamment à une essayiste qui s'appelle Dominique Leroux, que le minimalisme est utilisé principalement en fait dans le commun des gens sur le fait de se débarrasser des choses matérielles. Mais je trouve qu'avec le temps, le terme est de moins en moins approprié, et c'est vrai qu'il y a un terme qu'on utilisait qui est réductionnisme, je préfère. Parce que le problème de minimalisme, c'est qu'on est sur une notion d'objectif, alors que le réductionnisme, pour moi, c'est une vraie démarche derrière. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais tout le long de ma vie, pour me détacher notamment des choses matérielles, pour ne plus avoir besoin d'acheter des choses, ne plus avoir besoin d'attacher des émotions aux objets, ne plus avoir besoin des choses comme la reconnaissance, qui est un poids. En fait, l'idée, c'est d'enlever les poids de ta vie. Et on parlait, tu vois, à un moment d'un truc, c'est pour moi mon esprit humain, ma personnalité, c'est un OS, c'est un système d'exploitation sur lequel peuvent tourner des applications qui sont vieilles, tu vois, des programmes, et j'ai besoin par la démarche du réductionnisme, d'enlever ces applications qui tournent en tâche de fond, qui sont une lourdeur, qui représentent une lourdeur existentielle pour moi. Et je fais du nettoyage comme ça. Et pour moi, le réductionnisme, qui est un terme qui est beaucoup plus adapté, c'est l'idée d'upgrader mon propre OS en le déchargeant d'applications qui tournent. Et dans ces applications-là, on va retrouver des applications qui vont induire l'accumulation matérielle, la recherche de notoriété absolue, le besoin de reconnaissance, les croyances limitantes, les croyances qui nous appartiennent pas. Voilà, c'est plutôt d'arriver sur un état cérébral, physiologique, où je suis le plus épuré possible. Très bien. Et toi, Eric ? Alors, c'est une question qui est intéressante. J'ai
j'ai souvent tendance à... J'ai du mal à identifier... en fait, j'ai du mal à épouser un courant particulier parce que je pense qu'on cherche souvent à établir notre propre philosophie à travers plusieurs courants. Donc je pense que ça va être de la même façon que tu es passé du minimalisme au réductionnisme. Enfin, tu as trouvé un terme qui te correspondait mieux, qui était celui de réductionnisme. De la même façon que je suis sûr que toi, Johnny, quand on en viendra à toi, tu t'identifieras pas avec tous les tenants de ce que tu vas citer. Donc, je pense qu'on a en commun une certaine affinité pour les stoïques. Marc Aurèle, ou des exemples de stoïcisme, tu vois, Caton l'Ancien, Caton le Jeune. Donc une philosophie principalement romaine, une philosophie romaine donc qui est alors c'est quelque chose de tellement riche, on se sent pas vraiment les textes fondateurs sont les pensées de Marc Aurèle, Sénèque. D'ailleurs Johnny m'a prêté un livre de Sénèque il y a peu de temps, enfin une compilation d'écrits de Sénèque. En plus, j'aime beaucoup l'histoire, et l'histoire romaine, quelque chose que je trouve fascinant et qui est trop peu étudié parce qu'on beaucoup des éléments qui ont fait le succès des Romains, mais qui ont aussi mené à leur perte dans certains cas, sont des choses qu'on peut avec lesquelles on peut établir des parallèles dans le société actuelle. Bref, donc le stoïcisme, alors je sais, alors en ce moment, et encore une fois là-dedans il y a à boire et à manger, mais Nietzsche j'ai une certaine affinité aussi pour la philosophie nietzschienne, je pense que s'il y avait quelque chose qui m'avait le plus on va dire touché en ce moment comme courant d'idées, c'est les courants d'idées qui découlent de ce qu'on appelle le comportementalisme et la psychologie évolutive. J'ai aussi un truc pour l'existentialisme, mais la psychologie évolutive, c'est-à-dire la capacité qu'on a à travers l'étude de l'évolution et de la sélection naturelle, à la fois de la sélection naturelle et de l'épigénétique, de comprendre les origines de nos comportements, et à travers cette compréhension comment sélectionner les comportements qui vont être positifs, comment essayer de mitiger les comportements négatifs, et évaluer le coût de chaque action et comportement plus facilement afin d'optimiser notre vie en général, ou différents aspects de notre vie. Donc voilà, ça serait les courants qui m'ont le plus maintenant existentialiste, parce que créer du sens dans le non-sens, Nietzsche, c'est-à-dire s'affranchir de certaines choses. Encore une fois, le fait de ça ne veut pas dire que je souscris à absolument tout ce qui a été dit dans chacun de ces courants, d'accord, mais si je parle des courants qui m'ont influencé, Marc Aurèle, encore une fois, il y a dans toutes ces, je parle de Marc Aurèle, je parle du stoïcisme, dans toutes ces philosophies, il y a toujours un point commun qui est cette idée de faire preuve d'être résilient, de faire preuve de résilience dans un monde qui, à mon sens, qui n'a, de façon je pense objective, pas nécessairement de sens, mais de donner du sens à sa vie dans un monde qui n'en a pas forcément, mais qui obéit à des règles auxquelles qu'il faut reconnaître pour décider si on veut s'y plier ou pas. Donc voilà, ce serait ma réponse pour l'instant. Et toi, Johnny ? Ah ouais, ça revient. Alors, j'ai jamais étudié ou vraiment. Je me suis plongé que partiellement dans différents courants, parce qu'après je me lasse vite des écrits, ou alors par manque de consistance j'oublie d'approfondir. Je
je suis vite séduit par un nouveau truc, mais ce qui est resté constant, c'était une citation que j'ai entendue. Je l'ai lu dans un livre de Bruce Lee. D'accord, ça s'appelle attention, percutante. Je veux juste dire quelque chose et après je t'interromperai plus jusqu'à ce que tu aies fini. Mais le livre dont parle Johnny, faut savoir que Bruce Lee se définissait lui-même comme philosophe et comme il avait pour les arts martiaux, avait pour but d'établir une philosophie qui était basée sur un nombre très important de philosophes et de philosophies qui étaient profondément respectées. Il avait un doctorat. Voilà. Donc en fait, j'ai toujours essayé de pas de simplifier, mais de réunifier un petit peu tout pour trouver des concepts universels. Et donc en fait, il y avait une pensée, une parole qui m'a vraiment plu et qui dicte mes choix quand je pense à choisir consciemment. Parce que des fois, je pense qu'on choisit comme tout le monde, on a nos systèmes et on réagit. On agit, on réagit, on pense inconsciemment. Donc c'est trouver l'universel qu'il y a dans chaque particulier plutôt que de chercher le particulier qu'il y a dans chaque universel. Et à partir de ce moment-là, je peux commencer à travailler, à avoir un système de pensée parce que à moins qu'on soit dans l'espace, mais sinon sur Terre et dans les rapports sociaux, il y a un nombre limité et très répétitif de comportements. Donc c'est les patterns. C'est ça, hein, Dao. Des schémas, ouais. Et des schémas, des patterns, des modes de fonctionnement. Donc à partir de ce moment-là, voilà. Et ensuite, dans ce chaos des comportements, j'ai envie de dire de la comédie humaine, et pour pas être comme moi, je pars vite dans tous les sens. J'ai besoin d'ordre et j'ai besoin de piliers. Et au sein des piliers, j'improvise. Et donc il y a un autre truc qui est intéressant. Ça vient d'Ido Portal. C'est ce que j'utilise pour mes cours, mais ce que j'utilise aussi dans ma vie. C'est pour trouver des points clés et des données sur lesquelles je vais pouvoir établir mon raisonnement ou trouver une vérité ou voilà, une vérité pour le moment. C'est isoler pour pouvoir bien comprendre une idée. Ensuite, la coupler avec d'autres. Et enfin, improviser avec, m'adapter. Voilà, quand j'utilise ça, ça me permet de trouver l'universel qu'il y a dans chaque particulier. Donc ça c'est l'isoler. Ensuite, réunir, voir l'influence comment je peux coupler cette idée dans tel ou tel domaine, que ce soit dans les arts martiaux. Souvent, ça part des arts martiaux, mais après, par extension, ça va dans les rapports sociaux ou alors la communication que j'ai avec moi-même, la vision que j'ai de moi-même. Et ensuite, ou alors à court, moyen ou long terme, et ensuite improviser avec dans la vie de tous les jours. À force que je l'ai répété, ce concept-là, cet outil, je vais pouvoir improviser et l'utiliser au moment opportun. Donc c'est ça. Et pour cerner tout ça, j'utilise deux choses. En général, le stoïcisme, ça m'aide bien. Je choisis souvent, moi je limite beaucoup les trucs parce qu'après quand j'ai trop de données, je me perds dedans et je fais de la branlette intellectuelle, c'est-à-dire que je connais plus le courant que je l'applique. Et là, ça me pose un problème. Beaucoup de profs de philosophie, très peu de philosophes. Ouais, et donc ce que je fais, c'est une fois que j'ai fait tout ça, je contrôle j'essaie de me donner à 200% sur ce que je peux contrôler. Ce que je peux pas contrôler, je l'accepte. Voilà. Et ça définit les combats que j'ai ou les causes que j'ai choisi que je choisis quoi, les combats que je choisis de combattre quoi. Donc que je choisis de mener. Et après là, j'ai découvert un autre truc ces derniers temps, c'est le Kaizen. C'est l'amélioration. En fait, on peut penser que c'est japonais, mais en fait, ça a été créé aux États-Unis. C'est des Japonais qui l'ont créé aux États-Unis. C'est génial. Tu connais ça? Ouais, je connais. C'est l'amélioration de toute chose. Même un processus qui fonctionne, on va chercher à l'améliorer, mais sans nier que c'était déjà bien avant. D'accord? Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça te permet de sublimer, ça c'est un mot que j'ai appris avec Eric, sublimer un petit peu nos actions et nos beaux comtés. Donc, de sublimer nos capacités. Voilà. C'est quelque chose de très vrai ça. Je dis ça, je reviens souvent, mais j'ai eu beaucoup tendance, c'est dans les arts martiaux en particulier, mais on a parfois tendance à voir quelque chose qui fonctionne, à se dire que c'est ce qu'il faut faire, exactement imiter exactement ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre, au lieu de se dire que
on prend ça comme une finalité au lieu de prendre ça comme une opportunité. Une opportunité en se disant, le fait que cette chose-là fonctionne, alors là je parle des avancées, ça peut être dans n'importe quoi, on a la chance d'avoir déjà un processus qui fonctionne. Comment va-t-on l'améliorer et l'adapter à notre situation en particulier? Donc pour résumer, c'était trouver l'universel qu'il y a dans chaque particulier plutôt que le particulier qu'il y a dans chaque universel. Pour choisir ses combats, ça serait choisir ses batailles, c'est définir ses objectifs, ça c'est important comme en PNL. Bien sûr, ils vont changer, définir les étapes qu'on va utiliser pour arriver à ces objectifs. Et pour savoir les combats qu'on choisit de mener, c'est contrôle ce que tu peux contrôler, donne-toi à 200% et accepte ce que tu peux pas. Et dans ce qu'on peut contrôler, même ce qu'on a réussi à faire ou ce qui fonctionne déjà, essayer de le sublimer par nos actions. Voilà. Et que c'est pas forcément dans la para, c'est pas forcément des actions visibles. Ça peut être aussi des choses personnelles de sa vie de tous les jours. Les rapports, comment on traite les rapports au sein de son foyer, avec ses enfants, avec sa femme ou avec ses amis. Des fois gagner une seconde dans poser le téléphone et puis écouter un peu plus un ami, des trucs comme ça. Ça, c'est aussi le Kaizen. En fait, c'est simple, hein, c'est que du bon sens, mais des fois, c'est bien d'avoir des petits mentors, que ce soit sous forme de livres et tout, pour nous permettre qui vont agir comme des pense-bêtes, qui vont nous permettre de nous en rappeler. Ouais, le mentor est partout. C'est deux concepts et puis après, je te rends le. Et que le mentor est partout, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de systématiquement hiérarchiser les mentors. Vous pouvez voir une phrase dans un film qui vous impactera de façon positive, plus forte, de façon plus importante que dans un ouvrage académique. Ça ne dénigre pas l'ouvrage académique, hein, mais c'est juste qu'à ce moment-là, dans ce contexte-là, dans cette verbalisation-ci, si le message résonne en vous, le message est bon. Par exemple, dans le dessin animé de Mulan de Disney, il y a une phrase qui est très intéressante. C'est un moment, à la fin, il dit « La fleur qui s'épanouit dans l'adversité est la plus belle de tous. » Et ça m'a marqué. Alors pourtant, c'est Mulan. Voilà. Mais c'est pas un mauvais exemple. C'était la touche Disney. Et c'est pas un mauvais exemple. Et deuxième chose qui se rapproche de ce que disait Jenny, c'est une phrase. D'ailleurs, je pense que ça m'étonnerait pas que Bruce Lee soit inspiré de cette phrase de Miyamoto Musashi, qui était en anglais « Once you understand the way broadly you can see it in all things ». En français, quand vous abordez et comprenez la voie de façon générale, vous pouvez la réappliquer et la voir en toute chose. Et c'est pour ça que je pense que c'est bien d'avoir une pratique profonde dans laquelle on s'épanouit et qui est une quête approfondie, parce que loin, contrairement à ce qu'on va penser, au lieu de ce que le sens commun pourrait déduire, au lieu de vous limiter, elle vous ouvre des portes parce qu'elle vous donne les armes pour résoudre des problèmes qui sont des problèmes universels et qui se présentent dans votre pratique profonde. Ok, je rends le micro à Dao. Moi, j'ai des enfants et je vois beaucoup de dessins animés, et très souvent, je trouve que dans les dessins animés, il y a plein de choses, il y a plein de bon sens. Et je pense que le dessin animé, le dessin en général, est une forme d'expression artistique qui libère peut-être beaucoup plus de choses, et pour certains artistes qui sont en réflexion et qui sont limités, qui peuvent être limités dans les films parce qu'il y a des acteurs, dans les films parce que ça touche un public plus large. Donc potentiellement un public qui est peut-être plus critique et qui aurait plus tendance à poser des jalons de censure, alors que dans le dessin animé parfois c'est un peu freelance parce que de toute façon ils se disent que c'est des gamins. Il y a peut-être un regard moins critique aussi quelque part sur la nature des messages, c'est-à-dire que voilà, s'il y a un peu de philosophie dedans, c'est pas très grave, et que en plus il y a un réel effort de faire comprendre les choses, parce que je pense que les gens qui travaillent là-dedans aiment les enfants et ils ont envie au fond d'eux-mêmes que cette nouvelle génération collabore à un monde meilleur qui ne l'est actuellement dans leur perception d'adulte. Donc je pense qu'il y a quand même peut-être plus de choses à prendre dans les dessins animés que dans les films. Donc dire que les dessins animés ont quand même plus de choses à porter qu'on ne le croit. En plus de ça, il y a même des dessins animés qui s'adressent plus à un public adulte. Je pense à des choses qui ont été analysées de façon maintenant dans des contextes académiques et qui ont été
encensés par la critique sont des animés qui s'adressent absolument pas à un public pour enfants. Si vous prenez des choses comme South Park ou Rick and Morty en ce moment, vous avez Rick and Morty, vous avez un message profondément existentialiste. South Park, personne va nier que Trey Parker et Matt Stone sont des personnes qui ont une intelligence sociale et un regard sur la société qui est extrêmement fin sous couvert d'humour potache. Et vous avez à travers le média d'animation, on peut montrer des choses qui seraient d'une violence presque insoutenable en réalité. Ce serait le plus gore de tous les films, de façon ce qu'on dit cartoony, c'est-à-dire de façon animée, qui rend la chose, qui nous permet quand même d'établir une distance tout en comprenant quand même tout en ayant quand même conscience de ce qui se passe à l'écran. Et on peut à volonté exagérer ou mitiger certains éléments, et donc on garde une distance critique sans tomber systématiquement dans l'émotionnel. Donc je trouve que l'animation c'est un médium qui est extrêmement intéressant, au même titre que la peinture. Si vous regardez les peintures du Caravage, c'est d'une violence incroyable. Ce serait très dur à voir dans un film, mais quand vous voyez si vous voyez la tête, quand vous voyez la tête de comment il s'appelle, excusez-moi, la tête de Goliath sur un plateau, ce serait extrêmement dur à regarder dans un film. Et pourtant, même avec une peinture qui est quasiment photoréaliste, ça vous marque de façon différente au Louvre. Donc voilà. C'est intéressant ce que tu dis, ce que vous dites, parce que c'est en fait on se rend compte, on a tendance à voir des leçons ou des courants ou à tirer des leçons existentielles ou même utiles, quoi, du bon sens. C'est du bon sens au final, parce qu'en fait une fois qu'on connaît bien le sujet, on arrive à le résumer en quelques mots et super simple, de manière très très simple. On peut trouver un petit peu des leçons partout, quoi, des courants de pensée, des leçons, des outils pour notre vie de tous les jours et pour notre développement dans à peu près tout et n'importe quoi. Dans des dessins animés, mais pas que dans des œuvres, dans des livres, dans des films, dans des conversations, dans des podcasts. Mais dans des moments, dans l'observation. Dans l'observation en général, même dans les pires situations, des fois on dit que c'est là où on trouve les meilleurs préceptes. Voilà, les meilleurs préceptes ou les meilleures idées. Et puis souvent, il ne faut pas trop chercher à complexifier les choses. Souvent, si on agit au moment opportun, être dans le moment présent, et la bonne situation, la bonne réaction, la pensée juste et l'action juste, souvent, elles ne sont pas si difficiles que ça. Elles sont souvent les actions qui coulent de soi. C'est souvent ce qu'on a envie de faire. Quelqu'un tombe par terre, j'ai envie de l'aider. Alors je peux l'aider, je vais l'aider. D'accord ? On a aussi ça. Il ne faut pas se couper de ça, il ne faut pas se couper de ce bon sens qui est en nous. On voit de plus en plus que dans la génétique, il y a certaines choses qui sont transmises, qui sont de l'ordre peut-être même du psychologique, j'ai l'impression. Certains, comme un bagage qui va au-delà que des qualités physiques et des cellulaires, d'accord, quelque chose qui va de l'ordre du psychologique, limite du spirituel, quoi. Et on doit faire confiance aussi à l'être humain, ça c'est important. On a la faculté de bon sens et d'analyse et de réaction qui est déjà en nous pour réagir correctement. J'ai le sentiment de ça. Souvent on sait déjà ce qu'on doit faire, mais par manque de confiance ou par endoctrinement sociétal, on va chercher la solution à gauche, à droite. Ça serait l'extrême, la sophistication extrême que d'écouter sa voix interne et de répondre dans le temps aux problèmes ou aux situations qui nous sont présentées. Est-ce que tu penses, là je vais faire un parallèle avec ce que je disais tout à l'heure, est-ce que tu penses que parfois tu dis on sait ce qu'on doit faire mais on le fait pas? Est-ce que tu penses que parfois c'est parce que comme ça n'a pas été justement, peut-être que quelqu'un à qui ça n'a pas été exprimé, ça n'a pas été verbalisé ou exprimé de façon cohérente ou claire, on mitige on peut mitiger ce désir de faire ce qu'on sent qu'on doit faire. Si je fais le parallèle avec les arts martiaux, c'est on peut savoir, parfois souvent les meilleurs professeurs vous montrent quelque chose, on se dit mais c'est évident, même je me disais que je devais faire ça mais je le faisais pas parce que je n'étais pas sûr que c'était ce qu'il fallait faire. Tu sais, il y a un philosophe qui disait avant d'étudier les fleurs,
une fleur n'était qu'une fleur. Quand j'ai commencé à étudier les fleurs, une fleur était plus qu'une fleur, parce qu'ils voyaient tous les détails. Et quand j'ai compris la fleur, une fleur est restée une fleur. Et donc je pense que c'est la même chose. On a la réponse en nous, Magnifique. mais il faut quand même étudier et rechercher autour de nous. Superbe. C'est l'histoire de… Comment il s'appelle ce livre? L'alchimiste. C'est ça. Il va faire le tour du monde et en fait le truc il était dans son jardin. Bon, c'est pas vraiment son jardin, mais voilà, t'as compris. C'est ça un petit peu. On retrouve cette histoire-là avec tout le monde sans faire de digression de ouf, mais c'est ce qu'on voit avec les alchimistes. Il faut cultiver notre jardin. Ouais. Tu vois, les alchimistes, ils transformaient le plomb en or. En fait, c'est nous, c'est nos pensées, c'est nous-mêmes, c'est notre être. C'est ça, le plomb, c'est la matière première. Mais en fait, on est déjà de l'or. On a déjà les réponses en nous. On va les chercher autour de nous, mais il ne faut pas non plus se perdre dans les méandres de la surinformation. Des fois, avoir des préceptes et les suivre et rester consistant. Ça ouvre plus de portes. Des fois, des fois comme on a parlé hier, j'ai lu ça hier sur Instagram dans le truc de Michael Chandler. Là, il disait, c'est pas que les gens ne savent pas faire, ne prennent pas la bonne décision, c'est qu'ils la prennent pas assez longtemps. D'accord? Et des fois, on sait, on est déjà ce qu'il faut. On a déjà pris la bonne décision, on sait déjà, mais on ne l'applique pas assez souvent. On manque de consistance. Il y a aussi ça aussi qui est important. C'est pas tout le temps chercher une information, constant, une vérité, mais constant, voilà, être constant tout le temps. La reproduire et continuer et se tenir à ligne de conduite. Bien sûr, c'est pas glamour et tout ça. Ça vous promet pas d'aller au paradis. Ça vous promet pas aussi de sauver votre âme et tout. Mais par contre, ça nous permet que dans le moment présent, juste faire l'action juste, c'est suffisant et c'est ce qu'il faut. C'est l'extrême sophistication. J'avais entendu Kid Dale qui est je pense que peu de gens vont être familiers avec ça, mais qui est en gros un théoricien vraiment des sports qu'on pratique, qui est basé vraiment sur l'idée de concept, qui disait je fais pas confiance à la personne, nécessairement à la personne qui prétend, je fais pas confiance à la personne qui prétend détenir la vérité. Je fais confiance à la personne qui a suffisamment confiance en la conclusion qu'il a tirée pour me l'enseigner jusqu'à ce qu'il trouve mieux ou jusqu'à ce qu'il l'améliore. Et je trouvais que c'était très fin comme pensée. C'est-à-dire que le chemin n'est pas fini, mais il faut à un moment être capable de ce qu'on appelle deliver, c'est-à-dire appliquer ce qu'on pense être juste. Et c'est en appliquant ce qu'on pense être juste qu'on arrivera encore à améliorer ce qu'on pense être juste. C'est le fil d'Ariane. Exactement. Suivre. Elle pouvait prendre je sais pas combien de chemins, tourner à gauche, tourner à droite, mais ce chemin-là, c'est ce qui lui permet de C'est le chemin qui permet à Thésée de sortir, exactement. Voilà. Elle lui a fait confiance, il lui a fait confiance, il l'a suivi, alors qu'elle aurait pu se tromper, mais en le suivant, il a réussi à sortir. Donc ça, c'est vraiment. Elle pouvait pas se tromper, mais c'est vraiment important. Donc voilà, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Et alors moi, d'un point de vue socio-psychologique, ce que j'observe, parce que encore une fois, voilà, je navigue dans plein d'univers sociaux, et je constate que très souvent, cette envie et cette réalisation introspective n'est pas présente dans tous les milieux, et je trouve qu'effectivement, souvent, nous on le sait, dans notre milieu, on a beaucoup de gens qui sont des penseurs et qui font cet exercice, qui semble naturel là maintenant pour nous tous quand on discute entre nous, mais qui ne l'est absolument pas dans d'autres milieux. Mais dans la nature de l'homme. Oui. Dans la nature de l'homme. Alors justement, elle est dans la nature de l'homme, mais est-ce que dans une société se modernisant telle que on la vit, les patterns n'ont-ils pas été aussi forts et aussi ancrés dans le comportement humain qui fait que finalement ça devient difficile de trouver, si tu veux, ça n'a jamais été aussi facile. On a l'impression que c'est difficile, mais ça n'a jamais été facile. Alors ok, c'est facile parce que tout est à disposition, mais c'est pas parce que c'est à disposition. Est-ce que tu as conscience? Mais beaucoup de gens autour de moi ne font pas forcément cet effort-là. Et pourquoi nous dans notre milieu sportif on le fait? Qu'est-ce qui nous amène, tu vois, de notre pratique
arriver à un moment donné à devoir se poser des questions sur le transcendantalisme ou sur le stoïcisme. Parce qu'on perd tout le temps. Parce qu'on est tout le temps mis face à nos propres limites. Ouais, mais parce qu'il y a certains combattants, par exemple dans d'autres sports, qui vont jamais s'intéresser à ça. Jamais ils vont s'intéresser à ça. Donc c'est pas inhérent aux arts martiaux, c'est inhérent à un trait de personnalité. Non, je dis que dans notre cas à nous, c'est ce qui nous a poussé à faire ça. Personnel, on peut parler que de nous. Hein. Aussi bien, je pense qu'il y a des personnalités, que ça soit la vie qui développe ces traits-là ou cet attrait-là, ou alors que ça soit génétique, aussi ça soit avant ça. Ah, monsieur, c'est bien. Smooth jazz. Et donc, on a plein de données, on a Internet maintenant, on peut tout trouver, d'accord ? On a plein de bibliothèques, on peut voyager, on peut on peut vivre des vies qui étaient impossibles il y a quelques siècles de ça, d'accord ? C'est gratuit. Mais en même temps, ça a l'avantage de ces inconvénients, c'est-à-dire que ça peut devenir aussi des divertissements. D'accord ? Ça peut aussi devenir quelque chose qui va nous divertir, nous enlever des priorités, des choses importantes, réelles de la vie. Donc ça, c'est important. Ensuite, il y a plusieurs trucs. Quelqu'un qui doit penser toute la journée à survivre, à se développer, à payer son loyer, qui n'a pas de temps. Il travaille, il a ses enfants, il a tout ça, qui n'a littéralement pas de temps. Même si je sais qu'on a toujours quand même temps, il y a certaines situations où il y a certaines priorités. C'est pas le développement personnel, c'est pas d'approfondir sur un sujet tel que le stoïcisme ou je sais pas quoi. Bah, c'est de ramener à manger à la maison aussi. Il y a ça. Donc ça c'est une réalité aussi. Ça c'est aussi une réalité. Ensuite, deuxièmement, nous on a eu le temps et on a eu les rencontres et on a pris aussi le temps. Ça c'est aussi un point. De s'intéresser à tout ça parce que peut-être que notre vie nous a ramené à ça, mais t'en as d'autres, ils vont avoir par exemple à travers la religion, ils vont simplifier la vie, ils vont dire toutes les réponses elles sont là. Voilà. Certaines personnes ça va être comme ça. On peut pas leur jeter la pierre non plus. D'accord ? Nous c'était différent. Maintenant expliquer, faire un chaînage inverse et savoir exactement pourquoi, du comment on est arrivé là, c'est difficile. Ça doit être plusieurs raisons. Il y a plusieurs causes et plusieurs raisons. D'accord ? Maintenant. Pour rebondir sur ce qu'a dit Johnny, je pense que le salaire, on parlait du salaire minimum, je pense que le salaire minimum va créer beaucoup de philosophes. Et il y a j'ai vu une analyse qui parlait qui parlait de la Grèce antique et qui se demandait pourquoi est-ce que les Athéniens et la Grèce en général avaient produit autant de philosophes à une époque où la philosophie c'était quand même quelque chose, pas la sagesse, la philosophie, le questionnement, pas uniquement le fait de dire était pas aussi répandu. Et la réponse était que la Grèce c'est le pays où il y a le plus de côtes au monde par rapport à la taille du territoire. Parce que la côte est très dentelée, donc la longueur de la côte grecque, si on la mesure, c'est le pays qui a le plus de côtes au monde en longueur par rapport à sa taille. Et la quantité, donc déjà il y avait une ouverture sur la mer. Deuxièmement, c'est un pays où la terre arable, d'accord, la terre cultivable est très limitée. Il y a une terre qui est très fertile, mais comme c'est très rocailleux, on ne peut cultiver que sur des petits lopins de terre, donc il n'y a pas possibilité de culture intensive, massive. C'est une culture de fermiers. C'est une agriculture en gros qui est limitée. C'est pour ça qu'on a que des cités-États, parce que les cités-États étaient construites autour des rares fleuves et des rares rivières et des rares endroits où on pouvait cultiver. Mais à 200 mètres, c'est que du caillou. Donc en gros, il n'y avait pas possibilité. C'était très dur de faire un empire grec. On pouvait faire que des cités-États. Donc, étant donné qu'il n'y avait pas cette préoccupation qu'il y avait, par exemple, en Mésopotamie ou en Asie, de développement des terres arables et pour créer un empire, eh bien, on se retrouvait avec, au final, très rapidement du temps libre, parce qu'on peut cultiver que tant de lopins de terre, mais au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose on peut pêcher, cultiver un certain nombre de lopins de terre, mais on se retrouve avec énormément de temps libre vu qu'on n'a pas l'obligation d'être de servitude et de travailler. En plus on avait des esclaves qui faisaient pas mal de boulot, donc on se retrouve même s'il y avait une fierté à être infirmier, donc on se retrouve à avoir le temps de réfléchir et de se poser des questions.
et de créer des systèmes politiques. Surtout on reste dans une structure qui est petite, avec peu d'habitants. Donc, on a un lien social fort. Donc, on a une vraie idée du bien commun. Et donc, à ce moment-là, il faut trouver des solutions pour son voisin, parce qu'on connaît son voisin. On connaît le voisin du voisin, on connaît le voisin du voisin du voisin, etc., jusqu'à 10 personnes. Donc, on cherche... Alors ça, c'est dans le cas athénien particulier. Les Spartiates ont trouvé d'autres solutions, les Thébains ont trouvé d'autres solutions, mais ils ont tous, si vous regardez, trouvé une solution très claire qui fonctionnait pour eux. Et donc, comme je disais, je pense que le salaire minimum, c'est une idée de salaire minimum. Je pense que le salaire minimum va créer... c'est eux qui ont développé le concept de citoyen. Et je pense qu'il y a plus de temps aux gens, et donc ils vont avoir plus de temps pour réfléchir. Plus de temps aux gens, c'est ça? Ouais. Et donc ils vont avoir plus de temps pour réfléchir. Ok, super. Et la Pax Romana, C'est autre chose encore. est-ce que ça crée... Je sais même pas ce que c'est. C'est la paix romaine, c'est le fait que... La Pax Romana, c'est la paix romaine. C'est l'idée qu'à partir du moment où tout est sous le contrôle romain, il n'y a plus de guerre vu que tout est sous contrôle romain. Ça a créé... la Pax Romana, c'est compliqué parce que c'est la Pax Romana, il faut voir qui était citoyen, qui était... Les Romains, c'est pas des grands philosophes. On a le stoïcisme qui est très romain, mais les Romains, c'est pas des grands philosophes. Les Romains, c'est des grands ingénieurs et c'est des grands... c'est des personnes qui... un peu comme ce qui se faisait dans l'essor des pays asiatiques, ils sont économiques, ils étaient très bons pour prendre ce qui était étranger, l'adapter, l'améliorer. Ils ont pris la phalange grecque, ils en ont fait le système romain. Ils faisaient venir des philosophes grecs pour enseigner à leurs enfants, mais il y a très peu de philosophes romains. Ils prenaient la dramaturgie grecque, ils prenaient même les dieux. Donc c'était ils prenaient l'ingénierie, c'était plus des adaptateurs. Donc c'est un peu différent justement. Mais les Romains n'étaient pas des grands philosophes. Les Romains étaient très, très bons rhétoriciens, parce que ils étaient dans la législation, mais ils étaient moins dans le questionnement. Et c'est parce qu'ils se posaient pas de questions qu'ils ont réussi à prendre comme disait Johnny, à un moment ils ont pris ce qu'il y avait à prendre, ils l'ont adapté. Et une fois qu'ils l'avaient adapté, ils y sont allés. C'était très pragmatique. Extrêmement. La frugalité et le pragmatisme, c'était des vertus romaines, c'est des vertus stoïques. Et c'était ça, à la base, l'idéal romain, même si c'était plus le cas, la façon dont ils aimaient s'imaginer dans ce qui est considéré comme leur âge d'or, c'est-à-dire juste avant les guerres puniques, les guerres contre Carthage, c'est le citoyen fermier, frugal et simple avec une matrone. Une matrone courageuse et vertueuse qui allait conquérir le monde parce que ils étaient justement ils avaient ce côté pragmatique, direct et guerrier. Donc voilà. Super, on va conclure ce super podcast. J'ai vraiment merci. Une petite chanson de Éric Rochereau. C'est une chanson d'Éric Rochereau. Se eu começo não sei parar, mas do jeito que vai dar pararararara. Voilà, et sans transition, merci à vous. À bientôt.